Il est 16h en temps universel, 18h à Paris. Vous écoutez RFI Radio France Internationale. Le journal en français facile. Baptiste Coulon. Dans ce journal, nous irons d'abord au Mozambique. Daniel Chapo est le nouveau président du pays. La commission électorale a annoncé il y a moins de 2 heures la victoire du candidat du Frélimo. Les précisions avec Sidi Yansané dès le début de cette édition. Le conflit au Proche-Orient et les bombardements israéliens qui se poursuivent et s'intensifient dans la banlieue de Beyrouth au Liban. La milice chiite a répliqué en visant le nord de l'État hébreu et notamment la ville d'Haïfa. Pourquoi cette ville est-elle l'une des cibles privilégiées du Hezbollah? Nous répondrons à cette question dans quelques instants. Et puis les pays de la planète très loin de tenir leurs engagements pour limiter le réchauffement climatique. L'alerte vient de l'Agence de l'ONU pour l'environnement, mais tout n'est pas perdu. Il est encore possible de se rattraper, nous dira Jeanne Richard. Voilà pour le programme. Le journal en français facile. Nous débutons donc ce journal au Mozambique. Daniel Chapo est donc le nouveau président du pays. La commission électorale a annoncé la victoire du candidat du Frélimo, le parti au pouvoir, ce jeudi après-midi, 15 jours après les élections générales du 9 octobre. Son principal adversaire, Venancio Mondlane, qui revendique la victoire, appelait à manifester ce jeudi pour dénoncer des fraudes massives. Sidi Yansané, le contexte est donc tendu. Malgré tout, ce scrutin se démarque des précédents. Oui, à seulement 47 ans, Daniel Chapo devient le premier président né après l'indépendance du Mozambique en 75. Il est aussi le premier chef d'État à ne pas avoir participé à la guerre civile qui a suivi, qui a duré 15 ans et tué 1 million de personnes. Jusqu'à sa désignation en mai dernier par le Frélimo, le parti qui dirige le pays depuis l'indépendance, Daniel Chapo était un inconnu aux yeux de la population mozambicaine. Il était gouverneur de la province d'Imambane, avant donc son élection à la présidence avec près de 71% des voix selon la commission électorale. L'autre surprise, c'est justement la percée politique de son principal concurrent. Oui, il y a 50 ans, Venancio Mondlane, VM7 ou Venancio, comme l'appellent ses partisans, était le candidat du petit parti Podemos, mais il a su s'imposer face aux historiques partis d'opposition. Juste après le scrutin, il a dénoncé, je cite, un banditisme électoral organisé par la commission électorale, la CNE, des irrégularités que relèvent également les observateurs de l'Union européenne. La semaine dernière, 2 proches de Venancio ont été abattus en plein centre de la capitale Maputo, provoquant des manifestations au début de semaine réprimées par la police. L'opposant appelait d'ailleurs aujourd'hui à paralyser le pays. Les villes du pays sont restées calmes toute la matinée jusqu'à cet après-midi, selon l'AFP, quand des centaines de manifestants ont commencé à défiler à Maputo, ainsi qu'à Nampula et Nacala, dans le nord-est du pays. Merci à vous, Sidi Yansané. L'actualité du continent africain, c'est aussi le décès d'Ama Amadou, grande figure de la politique nigérienne, ancien Premier ministre sous la présidence de Mahaman Ousmane et de Mamadou Tandja. Amadou avait également dirigé l'Assemblée nationale de 2011 à 2014. Il est décédé mercredi soir d'une crise de paludisme. Il avait 74 ans. Le Liban au cœur d'une conférence internationale de soutien qui a lieu ce jeudi à Paris. 70 pays représentés, 2 absents majeurs autour de la table, Israël et l'Iran. Mais cette conférence a permis de récolter plus de 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions pour l'armée libanaise, annonce du ministre français des Affaires étrangères. De son côté, l'armée israélienne poursuit ses bombardements au Liban. Un dépôt d'armes du Hezbollah a été visé hier dans la banlieue sud de Beyrouth. De son côté, la milice chiite a tiré en direction du territoire israélien. Elle vise particulièrement le nord de l'État hébreu et notamment la ville d'Haïfa. Alors pourquoi cette ville mixte où vivent à la fois des juifs et des arabes est-elle dans le viseur du Hezbollah? Les explications de notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Sami Boukhelifa.
Haïfa, plus grande ville du nord d'Israël, troisième ville du pays. En juin dernier, ce n'est pas encore la guerre, mais l'escalade entre Israël et la milice chiite dure depuis 8 mois déjà. Le Hezbollah publie une vidéo d'une dizaine de minutes, filmée à l'aide d'un drone. L'armée israélienne ne parvient pas à l'abattre. Le drone espion répertorie un grand nombre de sites sensibles qu'abrite cette ville portuaire. Alors, Yona Yahav, le maire de Haïfa, décide de prendre des mesures drastiques pour protéger sa cité. The concentration of chemicals. Il y a une forte concentration d'usines de produits chimiques à Haïfa. Qui sait ce qui pourrait se passer si elles explosaient ? Il y a quelques produits chimiques que j'ai réussi à envoyer loin d'ici, comme l'ammoniac. Si vous respirez de l'ammoniac durant 2 minutes, vous êtes mort. Si une usine d'ammoniac est touchée, cela pourrait se répandre sur 2000 km à la ronde. 1,000 kilometers away. Haïfa dispose également de 3 ports, dont la principale base navale de l'armée israélienne dans le nord du pays, ainsi que d'importantes installations militaires et commerciales. Comme l'intégralité du territoire israélien, elle est protégée par différents systèmes de défense anti-aérienne très performants, mais pas infaillibles. En volant à basse altitude, les drones du Hezbollah parviennent parfois à tromper les radars israéliens et atteignent leur cible. Sami Bourrifa, Jérusalem. RFI. Et notez que Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, se trouve en ce moment à Doha au Qatar. Les négociateurs pourraient se réunir dans les prochains jours, indique-t-il, pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. Le monde n'est pas en voie de tenir ses engagements pour limiter le réchauffement climatique à plus de 2 degrés et encore moins à plus d'1,5 degré d'ici la fin du siècle. Les pays s'y étaient pourtant engagés avec l'accord de Paris, mais les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 1,3% entre 2022 et 2023, atteignant un nouveau record. Cette alerte vient de l'Agence de l'ONU pour l'environnement. Elle publie ce jeudi son rapport annuel sur les émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Jeanne Richard. Bonjour. Un peu d'optimisme tout de même. D'après ce rapport, il est possible de se rattraper, mais il va falloir passer à l'action très rapidement à 3 semaines de la COP29 sur le climat. Les activités humaines ont généré 57,1 milliards de tonnes de CO2 en 2023, un chiffre en constante augmentation. En cause, les besoins en énergie qui augmentent avec la croissance mondiale et les énergies renouvelables ne suffisent pas à répondre à la demande malgré leur déploiement massif. Pétrole, gaz et charbon polluants sont donc toujours trop utilisés. Cela veut dire que les États ne font pas assez. Les mesures mises en œuvre actuellement nous promettent d'ailleurs un réchauffement de 3,1 degrés d'ici la fin du siècle, invivable dans de nombreuses régions du monde selon les scientifiques. Les pays doivent justement mettre à jour leur plan climat dans les mois à venir, Jeanne. Ils devront être plus ambitieux, prévient l'ONU. Les membres du G20 sont particulièrement attendus au tournant. Ils représentent 80% des émissions de gaz à effet de serre. Transport, industrie, chauffage, énergie renouvelable, agriculture et lutte contre la déforestation, le potentiel de réduction des émissions est vaste, souligne le rapport. Encore faut-il financer la transition. Entre 900 et 2100 milliards de dollars seront nécessaires chaque année d'ici 2050. Merci à vous, Jeanne Richard, du service environnement de RFI. Nous reparlons ce jeudi de Paul Watson. C'est un militant écologiste, grand défenseur des baleines. Il est en prison au Groenland, un territoire qui appartient au Danemark. Le Japon demande au Danemark son extradition, autrement dit qu'il soit remis à la justice de ce pays. Le pays l'accuse notamment de dommages et blessures lors de tensions avec un navire chassant des baleines en 2010. Ce jeudi, on apprend que Paul Watson a demandé la nationalité française. La ministre française de la transition écologique assure que la France va appeler à sa libération auprès des autorités du Danemark. Enfin, c'est la plus haute distinction de l'Union européenne. Le prix Sakharov a été attribué ce jeudi à 2 opposants vénézuéliens. Maria Corina Machado, chef de cette
opposition qui se dit honorée, et Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle du mois de juillet. Une élection à nouveau remportée par Nicolás Maduro, mais dont les résultats sont contestés. Edmundo González Urrutia s'est réfugié en Espagne. María Corina Machado vit, elle, dans la clandestinité depuis cette réélection. Voilà pour l'essentiel. Merci d'avoir écouté ce journal en français facile.